Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver une fois de plus pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et comme vous savez, on regarde toujours le sommaire avant de démarrer. On y va. La Grande Team propose ce soir les informations sportives d'ici et d'ailleurs. Et c'est dans LGT News. La Juve fait le forcing pour Kessié. Ça fait le buzz. Financement des clubs, la FIF doit-elle faire mieux? On en parle au cours de l'actu. Excellente soirée sportive en compagnie de Marie-Christine Beaugré et sa team. Amoureux du sport, merci de nous suivre chaque soir, du lundi au vendredi, de 20h30 à 22h, en direct bien sûr sur la 3, avec à chaque fois une question LGT qui nous accompagne. Ce sera pareil donc ce soir. Et la question LGT, financement des clubs. La Fédération ivoirienne de football, la FIF, doit-elle faire mieux? La Fédération ivoirienne de football doit-elle faire mieux financement des clubs? On attend vos différents avis d'abord sur la page Facebook de la 3 et dans quelques minutes, ce sera en direct puisque vous pourrez appeler à l'émission sur le téléphone de la 3 dont je vous redonne le numéro de téléphone. C'est le 27 21 59 93 99. Ce sera un plaisir pour nous de vous avoir au bout du fil. Alors, 90 minutes de direct, ça démarre maintenant avec la première rubrique LGT News. On y va. LGT News. Lutte pour démarrer les news de ce jour. La saison du Grand Ouest s'ouvre officiellement. Les férus de la lutte traditionnelle dans le Grand Ouest de la Côte d'Ivoire sont certainement heureux en ce moment. Et pour cause, depuis le dimanche 8 février dernier, ils ont assisté au lancement officiel de leur saison avec les étapes de Thiépleu dans le département de Blot-le-Quin, Kouépleu dans la circonscription de Zouan-Ounien et Montouo près de la frontière du Libéria. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'engouement était encore au rendez-vous. Les lutteurs traditionnels, de plus en plus nombreux, dans toutes les catégories, ont participé massivement à ces compétitions initiées par la Fédération ivoirienne de lutte, dirigée par Honoré Alou. Durant 5 mois, les populations de ces différentes localités vont vibrer au rythme de la lutte traditionnelle, une activité sportive profondément ancrée dans leur culture. Nous n'avons pas eu tort d'associer le Grand Ouest dans la promotion de la lutte traditionnelle. Il y a de nombreux talents qui peuvent nous accompagner significativement dans la lutte moderne. Nous travaillons de sorte à produire de grands champions, a affirmé le président Honoré Alou. Tennis à présent. Djokovic ne sera pas à l'ATP 500 de Doha. Il va falloir attendre. Football à présent. Petit poteau, Tchin-Tchin 2026. Les dates officielles dévoilées. Le mardi 10 février 2026, le CSTKO a accueilli le lancement du tournoi de Maracana de Petit Poteau, le Tchin-Tchin 2026, organisé par le comité interurbain de Tchin-Tchin, CITT. L'annonce a été faite par le promoteur Yannick Gourou au cours d'une conférence de presse en présence de plusieurs partenaires engagés pour cette 6e édition. Au total, 24 équipes s'affronteront à travers 52 matchs. À la clé, une enveloppe de 40 millions pour le vainqueur du tournoi Tchin-Tchin 2026 et 10 millions pour le tournoi Le Guéou. Parmi les innovations annoncées, on peut citer entre autres le paiement électronique via mobile money, la prise en charge des licences et des visites médicales par le CITT. Une nouvelle chaîne de télé réalisera la retransmission des matchs avec un accent sur les coulisses et des conférences de presse d'avant et après match. Le tirage au sort est prévu le 28 mai prochain pour un tournoi qui se jouera du 15 août au 20 septembre 2026. FC Porto, le coach encense déjà Seko Fofana. À peine est-il arrivé au FC Porto pour un nouveau challenge que Seko Fofana. Allez, l'essentiel de l'actualité sportive, c'est bien ici dans votre émission La Grande Team et c'est parti pour notre soirée sportive ce soir jusqu'à 22h. Nous sommes en direct sur la 3. Et une autre information pour vous, amoureux du sport. Le président du Racing, officiellement candidat Fédération ivoirienne de football, AG élective. À l'issue d'une conférence de presse qu'il a animée ce jeudi, le président du Racing Club d'Abidjan a annoncé sa candidature à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Après Yacine Idriss Diallo, candidat à sa propre succession, Souleymane Cissé est officiellement le 2e candidat déclaré à ce scrutin prévu en septembre.
Le débrief des news, c'est maintenant avec les membres de la team présents sur ce plateau. Et bien sûr, on commence avec José Diati. Je vous écoute, monsieur. Oui, je vais parler ce soir de la probable arrivée de Habib Beye à l'Olympique de Marseille. Oui. Fraîchement débarqué de Rennes, on la lance déjà à l'Olympique de Marseille. Je pense que de tous les candidats qui s'annoncent pour venir remplacer des Herbiers à ce club aussi populaire, Habib Beye se présente comme celui qui a le plus de chances de venir à la tête de l'Olympique de Marseille. Pourquoi? Parce que c'est d'abord un enfant de la maison. Il connaît bien la maison. Je pense que même avant, il est plus marseillais que rennais. Je pense qu'au départ, on avait annoncé Habib Beye à l'Olympique de Marseille. Ça n'aurait étonné personne. Aujourd'hui, il faut dire aussi qu'il a une forte amitié avec le directeur sportif qui est Mehdi Benatia. Oui. Ils se connaissent très bien, ils se respectent. Et puis, bon, ils ont travaillé souvent ensemble sur des transferts de joueurs. Donc, ce qui lui donne un peu une petite longueur d'avance sur les autres prétendants. En tout cas, pour moi, c'est un bon choix si l'Olympique de Marseille décidait de poser son choix sur ses techniciens. Et puis, je pense que dans un premier temps, c'est d'abord pour terminer la saison. Et puis, ben, je pense qu'après, l'Olympique de Marseille verra bien si c'est concluant, il va continuer avec le club. On annonce même déjà qu'il y a un pré-contrat qui est déjà en cours. En tout cas, les choses vont bien. Et bonne chance à Habib Beye. Merci beaucoup, José Diati. Et puis, une autre information encore, basketball mondial U17 filles. La Côte d'Ivoire connaît ses adversaires. Le tirage au sort de la Coupe du Monde U17 filles a été effectué ce jeudi en République tchèque. La Côte d'Ivoire se retrouve donc dans la poule A, en compagnie de l'Australie, la Lettonie, les États-Unis, un groupe assez relevé pour nos pachydermes. À noter que la compétition est prévue du 11 au 19 juillet prochain à Istanbul, en Turquie. Voilà. Coach Genor, on vous écoute. Allez-y. Alors, je parlerai ce soir de Seko Fofana, son départ de Rennes à Porto. Je pense que, à l'instar de tous les joueurs qui, en ce moment, ont des difficultés dans les différents clubs, lui permet de faire des plongées. Oui. Alors, donc, quand on a ce genre de joueurs dans son équipe, je pense qu'on a tiré la bonne pioche et ça permettra, bien sûr, à Seko Fofana de s'en sortir. Merci bien. Et on poursuit avec Henri Joël. Oui, on vous écoute. Oui, j'ai décidé de parler de Novak Djokovic, qui a près de 40 ans maintenant. Il essaie de regarder à quelle compétition prendre part, à quelle compétition lui sied beaucoup. Déjà, il faut savoir qu'au niveau du tennis, vous avez une sorte de hiérarchie quand même d'enchaîner les compétitions. D'autant plus que la TP50, c'est pas une compétition qui est assez cotée par rapport à une compétition comme les Masters 1000 ou les Grands Chelems. Donc, je pense que c'est plus pour faire reposer son corps qu'il décline l'invitation du côté de Doha. Et l'élément même le dit, dans la suite, il prévoit participer au Masters 1000 d'Indian Wells. Parce que là, c'est quand même une compétition à ses côtés, les points sont assez intéressants. Et lui, c'est vrai qu'il a envie de continuer, mais bon, voilà, quelque part, le corps ne suit plus. Il faut rappeler que c'est le dernier des 4 fantastiques encore présents sur les coups, notamment quand je parle des 4 fantastiques, je fais référence à Nadal, à Federer et à Andy Murray, même si aujourd'hui Stan Wawrinka continue de taper un peu dans les balles, mais il ne faisait pas partie, je dirais, de ce quatuor-là. Donc lui, c'est le dernier, et actuellement, je pense qu'il est en train de ménager son corps, et on s'approche plus vers une sortie de Novak Djokovic que, bon, voilà, ces heures de gloire quand il était encore plus jeune. Voilà ce que je pouvais dire sur cette info. Très bien. Avant d'entendre le 4e intervenant sur ce plateau, il s'agit de Jean-Philippe. Ce sera après la page publicitaire Amoureux du sport. Vous ne bougez surtout pas. Dans quelques secondes seulement, on se retrouve pour la suite de notre émission. À tout de suite. De retour sur le plateau de la grande team, toujours au niveau du débrief des news. Et on s'apprêtait à entendre Jean-Philippe maintenant. Je vais parler du tirage au sort de la Coupe du Monde de basket U17. Après les garçons plutôt, ce sont les filles maintenant qui connaissent leurs adversaires. Et comme c'était dit dans l'élément tout à l'heure, nos filles vont être confrontées à du lourd. Je dois le dire clairement, je ne vais pas parler de poule la plus déséquilibrée, mais c'est la poule qui compte le plus de poids lourds, de cadors
au niveau de cette compétition, avec notamment l'Australie, la Lettonie et les États-Unis. La Côte d'Ivoire est dans le groupe A. Il faut dire que c'est un sacré tirage pour nos filles, vice-championnes d'Afrique, qui se sont inclinées en Angola face aux Égyptiennes. Elles vont, dans cette compétition-là, participer avec 15 autres nations, notamment l'Allemagne, le Mexique, la Chine et l'Espagne qui sont dans le groupe B, le Japon, la République tchèque, la Slovénie et la Colombie dans le groupe C, l'Égypte, l'Italie, le Canada et la Nouvelle-Zélande dans le groupe D. Cette compétition se tiendra en République tchèque. Et donc, on croise les doigts, on souhaite une bonne chance à nos filles. On sait que ça ne va pas être facile, mais pour elles, le plus important dans cette compétition-là, c'est de démontrer le savoir-faire du basketball ivoirien et puis marquer les esprits. Voilà, en tout cas, bonne chance donc à nos filles, vous l'avez dit, Jean-Philippe. Et sans plus tarder, nous allons passer à ce qui crée le buzz sur la planète sportive ce soir. On part donc pour le Sabuzz de ce soir. Alors, Yannick Franck-Kessié est espéré du côté de la Juventus de Turin. Après une première tentative avortée, le club italien revient à la charge dans la perspective du mercato estival. On en parle bien sûr sur ce plateau. Mais après, on regarde cet élément préparé par la rédaction de la Grande Team. On regarde. De revenir en Europe alors que sur l'aspect financier, il peut très bien se mettre à l'abri. Voici la grosse question qui va un peu jouer dans son esprit avant qu'il ne se décide. Mais je pense qu'il ne se décidera pas avant la Coupe du Monde parce que c'est une compétition qui permet à tous les joueurs de pouvoir réajuster, je dirais, les différentes offres qui pourraient venir à eux pour la suite de leur carrière. Très bien, et je reprends justement votre très grosse question en la posant à Henri Joël en disant à presque 30 ans, est-ce que Franck Kessié aurait encore envie de challenge? Bien évidemment. Je pense même qu'à 30 ans, pour certains joueurs, c'est d'autres challenges à réaliser, à faire. Quand on prend par exemple la carrière d'un joueur comme Cristiano Ronaldo, il a marqué plus de buts après 30 ans qu'avant ses 30 ans. Donc ça dépend de ce qu'on se fixe comme objectif en étant joueur. Mais déjà là où je me dis que peut-être la Juventus essaie de faire une bonne affaire, c'est que Franck Kessié, il arrive, son contrat expire à partir de juin. Donc du coup, c'est un joueur qui va signer libre. En même temps, on sait que la Juventus et surtout certains clubs italiens sont friands de ce genre de joueurs, des joueurs assez expérimentés qui ont un certain âge, qu'ils font venir au sein de leurs différentes équipes pour pouvoir gérer soit le milieu de terrain, parce que la plupart du temps, c'est le milieu de terrain qui est visé dans ce genre de transfert. On va voir avec, par exemple, le Milan AC, qui, malgré tous les critiques sur Modric, l'a fait venir. Pirlo, qui a joué pendant très très longtemps, malgré l'âge, du côté de la Juventus et surtout du côté du Milan AC. Donc, on n'est pas surpris de voir que la vieille dame, comme on les appelle, hein, l'équipe de la Juventus, essaie d'attirer Franck Kessié qui va signer. Si Normand acceptait de venir, va signer plutôt libre. Ça arrange aussi le joueur. C'est vrai qu'on parle de son salaire du côté de l'Arabie Saoudite, mais un joueur qui signe libre, quand même, derrière, il y a une grosse somme qui est déboursée pour la prime à la signature. Donc, ça peut être intéressant pour lui, Franck Kessié. En même temps, lui, de sa position, je me dis qu'il a envie de continuer à jouer au plus haut niveau, notamment avec les éléphants. Donc, revenir en Europe, ce ne serait pas aussi une mauvaise affaire pour un joueur comme Franck Kessié, qui aujourd'hui, mine de rien, est le patron de l'équipe nationale. Donc, plus il est compétitif, plus il évolue en Europe, plus il a cette capacité-là à multiplier les efforts, plus il sera encore présent au sein de l'équipe nationale. Donc, Jean-Philippe l'a dit, peut-être après la Coupe du Monde, qu'est-ce qui prouve que peut-être d'autres clubs en Angleterre ou d'autres clubs en France, de milieu de tableau ou surtout qui jouent les titres, ne vont pas s'aligner. Donc, c'est pour cela que je pense que la Juventus essaie tout de suite de se positionner pour essayer d'attirer l'Ivoirien. Mais bon, on verra ce que ça va donner, surtout avec la prestation à venir en ce qui concerne la Coupe du Monde avec l'équipe nationale. OK. Oui, coach Angenot, on vous écoute alors. Oui, je pense que Franck Kessié revient à la maison. Il revient à la maison après avoir fait Atlanta de Bergame et le Milan AC. Je pense que son retour en Italie est comme s'il rentrait à la maison. C'est un football qu'il connaît, on l'a toujours appelé le catenaccio.
un football dur. Et vous savez, Franck Kessié, il a les qualités dans ce sens. C'est quelqu'un qui sait porter le ballon, qui a la force nécessaire pour pouvoir résister et même planquer des buts. Et comme je le disais tantôt pour Seko Fofana, c'est aussi un milieu de terrain qui est dans le cadre du box-to-box, ce qui est un peu le prototype de joueurs milieu relayeurs européens. Et aujourd'hui, c'est ce genre de milieu dont on a besoin quand on joue en Europe. Après, tout va se passer dans ce qu'on va appeler ses intérêts. Comment est-ce que les choses vont se passer? Il y a des chiffres qui sont sortis tout à l'heure, 14 millions de dollars, si j'ai bonne mémoire, d'euros, pardon, qui est son salaire, et de là passer à 5 millions de francs. Je pense qu'il doit avoir des informations additives à ce sujet qui pourraient lui permettre de prendre une décision définitive. Mais il faut aussi interpeller Franck Kessié quand on sait que c'est un garçon qui, petit à petit, est en train de se faire moins d'estime au niveau de l'équipe nationale, hein, parce qu'il commence à être de plus en plus boudé. Est-ce que revenir en Europe ne pouvait pas lui redonner une certaine visibilité, à laquelle visibilité il pourrait peut-être profiter pour pouvoir faire un rebond? Les 30 ans ou 31 ans, 32 ans dont on parle généralement, c'est généralement dans la tête. Quand on a une certaine hygiène de vie et une hygiène sportive, on peut jouer jusqu'à 40 ans, 42 ans. Quand Drogba Didier arrêtait de jouer au football, on était au-delà de 40 ans. Ouais. Roger Mila, c'était autour de 42 ans. Aujourd'hui, on a des personnes qui sont dans cet exemple-là et qui sont en train de jouer. Si je veux parler de Cristiano Ronaldo, qui est en train d'aborder aussi ces 40 ans-là. Donc tout, je pense que quand on parle de 30 ans, 31 ans, 32 ans, c'est dans la tête. Après, quand vous avez une très belle hygiène de vie, je pense que vous pouvez jouer le plus longtemps possible. Merci beaucoup. En tout cas, vous l'avez touché du doigt, hein, sévèrement critiqué à la dernière CAN. Est-ce que vous pensez, José Diaty, que Franck Kessié peut apporter encore beaucoup à la sélection nationale? Bon, j'ai été l'un des, sur le plateau ici, à désavouer tous ceux qui apportaient des critiques acerbes à l'encontre de Franck Kessié. Exactement. Voilà, parce que ce sont des critiques qui ne sont pas justifiées du tout. On ne peut pas se baser sur un match raté par un joueur comme Franck Kessié pour l'accabler de tous les démons. Voilà, donc pour moi, ça ne pose pas de problème. Ces critiques-là, pour moi, ne peuvent pas l'empêcher il est le capitaine d'abord de la sélection. Et puis je pense que Faye Emers, le coach, étant lui-même joueur, a été lui-même grand footballeur. Bon, je pense que ce n'est pas ces critiques-là qui vont influencer ses choix. Je pense qu'aujourd'hui, Franck Kessié a sa place dans l'entrejeu des éléphants et il a sa place aussi dans la cohésion du groupe en tant que capitaine. Non, on n'est pas capitaine de la sélection de Côte d'Ivoire qui veut. Voilà, donc il a toujours sa place. Semaine, on y va. Je vous redonne donc le principe des cartons de la semaine. Chaque membre de la team choisit de commenter un fait de l'actualité sportive et bien sûr, il attribue un carton selon son appréciation. Le carton jaune qui signifie avertissement, le carton rouge qui signifie sanction et le carton vert qui signifie félicitations ou satisfaction, tout simplement. Et bien sûr, on va commencer avec Coach Angenor. Votre carton, s'il vous plaît. Oui, mon carton vert, je vais l'adresser à Nicolas Pepe. Et bien avant d'arriver sur lui, moi j'ai un rêve. À la veille de la Coupe du Monde, donc à la veille de 6 mois à Dengra et Pepe, qui sont ces 4 ailiers qui peuvent vraiment nous aider lors de ce mondial. C'est pour cela que j'adresse mon carton vert à relever, parce que Nicolas Pepe, il faut le dire, il avait été victime du fait qu'il
pour des raisons extrasportives, il n'avait pas été sélectionné. S'il est capable de revenir après 3 buts qu'il vient à peine de marquer, je pense que c'est vraiment intéressant pour l'équipe nationale. Et c'est doublement intéressant dans le sens où Nicolas Pepe n'avait plus marqué de but. Il faut compter autour de 6 mois. Et donc, ces buts qu'il vient en ce moment de marquer sont des buts qui, normalement, doivent le revigorer, le ramener à celui qu'on a toujours connu, à ce Nicolas Pepe-là. Et je suis très, très heureux pour lui. Et encore une fois, je lui attribue ce carton vert. Carton vert donc pour Nicolas Pepe. Jean-Philippe, votre carton est de quelle couleur, s'il vous plaît? Il est adressé à qui? Mon carton, il est vert. Il est adressé aux U20 féminines de Côte d'Ivoire au niveau du football, qui prennent part actuellement aux éliminatoires de la Coupe du Monde de leur catégorie, dont les phases finales doivent se dérouler du côté de la Pologne, avec 24 nations qualifiées. L'Afrique en aura 4, comme la plupart des autres confédérations, sauf l'Europe qui en aura 6. Et nos filles, actuellement, jouent le 3e tour. Elles ont pris une option sérieuse en battant la RDC ici en Côte d'Ivoire 2-0. Elles joueront après-demain samedi à Lumumbashi pour essayer de composter leur ticket pour le 4e tour, dernier tour qualificatif pour la phase finale de cette Coupe du Monde. Il faut dire que dans leur parcours, elles ont éliminé la Gambie, éliminé le Maroc. Maintenant, elles sont prises à la République démocratique du Congo. C'est une équipe nouvelle, vu que la Côte d'Ivoire n'avait pas encore, je dirais, de sélection jeune au niveau des féminines. Et au vu du travail que ces filles-là réalisent, ce carton vert est un carton d'encouragement pour qu'elles puissent terminer le boulot et puissent se qualifier pour la Coupe du Monde, comme leur jeune sœur des U17 l'avait réussi très récemment. Merci beaucoup Jean-Philippe. Ce soir, vous êtes bien aimable avec les dames. Hein. C'est bien après basketball, vous parlez de l'équipe féminine de football. C'est bien Jean-Philippe. Et puis on poursuit donc avec les cartons. On désire savoir la couleur du carton et surtout, il est adressé à qui? Le carton de Henri Joël, oui. Également un carton vert à l'équipe de la SEC Mimosa, un ensemble de l'équipe de la SEC Mimosa avec ses dirigeants. La SEC Mimosa, peut-être d'autres l'ont déjà évoqué, mais je veux revenir là-dessus, sur le nouveau centre d'entraînement de la SEC qui commence à vraiment se faire connaître, notamment Goro Bata, qui a été un temps soit peu présenté sur les plateformes sociales de la SEC Mimosa. On l'a vu un peu à quoi ça ressemble, mais il faut remonter pour voir que la SEC est un club qui se construit. La SEC a déjà, dans le passé, avait mis sur pied Sol Béni, qui a vu naître cette académie avec ces joueurs-là que nous avons eu en équipe nationale. Ensuite, la SEC a son magazine d'information, la SEC a sa radio, la SEC a son hôtel. La SEC, aujourd'hui, est en train de transformer Sol Béni en un parc d'attractions qui sera dédié à ceux-là. Donc, il n'y a pas assez de clubs en Côte d'Ivoire qui ont le modèle de la SEC. Aujourd'hui, c'est vrai que certains clubs, notamment le Racing, le FC San Pedro, le Stade d'Abidjan tout récemment, et d'autres se sont mis un peu dans la danse avec ces centres d'entraînement qui leur permettent quand même d'être dans des lieux sûrs et surtout des lieux assez intéressants pour pouvoir peaufiner leurs différents systèmes. Mais quand on prend le modèle de la SEC, ça va au-delà même d'un centre d'entraînement. Ça montre le professionnalisme et surtout la structuration de cette équipe de la SEC Mimosa. Alors, ce qu'on va leur demander maintenant, c'est vrai que voilà, Goro Bata a été utilisé comme argument aux nombreuses contre-performances de l'équipe de la SEC Mimosa. Maintenant que Goro Bata est en train de finir, on espère que sur le plan sportif, maintenant, la SEC va revenir à la charge. Et pourquoi pas, après Goro Bata, maintenant, penser à la construction d'un stade pour cette équipe de la SEC Mimosa. José Dati, votre carton, s'il vous plaît. Ce soir, je vais décerner un carton rouge, ouh là là, José. Et très rouge même d'ailleurs, à toutes les attitudes liées à ce qu'on peut appeler aujourd'hui cet imbroglio qu'il y a autour de l'affaire Yann Diomandé, entre le joueur qui se trouve au milieu, au centre d'une polémique entre son club formateur, c'est-à-dire représenté par Des Bamba, et l'agence qui a le droit de gérer son image, qui est représentée par l'ex-capitaine des éléphants, Max Alain Gradel. Voilà. Aujourd'hui,
Max-Alain Gradel et sa structure réclament une signature aux joueurs parce qu'il est annoncé, effectivement, depuis la CAN, il a pris du volume, il a pris de la cote. Oui. Et il a annoncé du côté de Liverpool. Liverpool, suite à cet imbroglio, s'est refroidi, a demandé à ce que ce problème-là soit réglé entre les différentes parties avant de se décider. Donc, ce n'est pas des attitudes, franchement, qui arrangent le football ivoirien et les footballeurs eux-mêmes. Voilà, et les footballeurs. On a eu ici l'expérience du jeune Fofana Datro. C'est pareil avec le club formateur Abidjan City de Nemarco. Voilà, c'est allé dans tous les sens. L'enfant de Molde, il s'est retrouvé un contrat bien mené à Chelsea. Il était promis à une très belle trajectoire. Mais aujourd'hui, avec tous les conflits qu'il y a eu autour du garçon, il est allé de prêt en prêt. Aujourd'hui, il est prêté à Strasbourg. Donc, il faut que les gens s'asseyent pour discuter. Je ne sais pas si ça a été déjà fait, mais je pense que la fédération doit se saisir de ça pour appeler les différentes parties d'abord à la négociation. Chacune des parties parle d'aller au TAS, mais je pense qu'avant d'aller au TAS, c'est-à-dire la fédération peut appeler les parties à la négociation, et puis après, il y a une commission de recours, et puis bon, en dernier recours, peut-être aller au TAS, mais c'est justement le carton rouge là, mais il faut appeler les gens à la négociation, et puis bon, trouver un terrain d'entente qui arrange toutes les parties. Très bien, merci beaucoup. Messieurs, nous allons marquer une petite pause. Vous ne bougez surtout pas, amoureux du sport, dans quelques secondes seulement. On se retrouve sur ce même plateau pour la suite de notre émission. À tout de suite. La question LGT de ce soir, financement des clubs, la FIF doit-elle faire mieux? Financement des clubs, la FIF doit-elle faire mieux? Le téléphone est ouvert, le 27 21 59 93 99. La page Facebook de la 3 reste toujours disponible. La Fédération ivoirienne de football participe au financement des clubs en leur accordant des subventions et des dotations. Malgré les efforts, cet appui est jugé insuffisant. La Fédération ivoirienne de football doit-elle faire mieux en termes de financement des clubs? Nous, on en parle sur ce plateau. Mais avant, on vous laisse regarder cet élément préparé par la rédaction. Le financement des clubs a véritablement pris son sens à la Fédération ivoirienne de football à l'avènement du président Jacques Anouma en 2002. Il a introduit un système de subventions conséquentes qui sont allées de 7 millions par club jusqu'à 38 millions à son départ en 2011. En plus d'avoir accru le montant et élargi cet appui financier au football féminin, son successeur Augustin Sidi Diallo a fait entrer le football ivoirien dans l'univers des droits télé en 2016 en signant une convention avec un diffuseur international. Le soutien est alors monté jusqu'à 75 millions par club en Ligue 1. Après son élection en avril 2022, Yacine Idriss Diallo a mis en œuvre ses promesses de campagne en portant la subvention à 100 millions en Ligue 1, 50 millions en Ligue 2, 30 millions en Division 3 et 10 millions en Ligue 1 féminine. Quand on ajoute les différentes dotations aux champions de Côte d'Ivoire, aux vainqueurs de la Coupe nationale et aux représentants ivoiriens en Coupe africaine, cela fait un appui financier annuel de 4,5 milliards de francs CFA. Bien que les efforts du comité exécutif de la FIF soient reconnus, certains observateurs estiment qu'il peut faire mieux car ce montant représente moins du quart du budget fédéral qui oscille autour de 20 milliards de francs CFA. Des axes d'amélioration existent. Par exemple, la récompense du champion de Côte d'Ivoire qui est de 25 millions et celle du vainqueur de la Coupe nationale qui est de 10 millions sont jugées dérisoires, sans oublier que la division régionale est pour le moment tenue à l'écart du système des subventions fédérales. En plus de cela, au regard du développement du football féminin, l'enveloppe de 140 millions dédiée aux clubs apparaît vraiment insignifiante. À ce niveau, il convient de noter que les clubs de la Ligue 2 féminine ne reçoivent aucun appui financier fédéral. Au regard de ce tableau, la Fédération ivoirienne de football doit-elle faire mieux en termes de financement des clubs? Voilà, et la question LGT est donc posée. Et avant d'ouvrir le débat, messieurs, soyons donc au même titre d'information. Voyons déjà le récapitulatif des subventions et dotations aux clubs ivoiriens. Oui, au niveau de la Ligue 1, les clubs
ont 100 millions, soit 1,6 milliard de francs CFA. Au niveau de la Ligue 2, c'est 50 millions, soit 1,4 milliard. Détroit, 30 millions. Ligue 1 féminine, 10 millions. Total des subventions, 4,3 milliards de francs CFA. En ce qui concerne les dotations, champion de Côte d'Ivoire, c'est 25 millions. Vainqueur de la Coupe nationale, 10 millions. Qualifié, voilà, Ligue des champions, 25 millions. Club, plus 5 millions, 25 millions par club, plus 5 millions par tout préliminaire, plus qualifié pour la Coupe de la Confédération, c'est 15 millions, plus 5 millions par tout préliminaire. L'ensemble des dotations s'élève à 155 millions de francs CFA. Très bien. La question est donc posée, messieurs, sur ce plateau, à vos panonceaux, s'il vous plaît. Financement des clubs. La fédération ivoirienne doit-elle faire mieux? Financement des clubs, la fédération ivoirienne doit-elle faire mieux? On y va, on lève les panonceaux. C'est donc un oui. C'est donc un oui pour tout le monde, à l'exception de José Diati qui nous donne un non. C'est bien. José Diati, je vais donc commencer avec vous. Vous avez donné un non. Pourquoi? Non, je dis un non parce que c'est financer à hauteur, c'est-à-dire continuer dans le financement des clubs, augmenter le financement des clubs, ce n'est pas prendre par le bon bout le problème. La subvention des clubs, depuis que le président Jacques Anouma est arrivé, c'est lui qui l'a initié, n'a fait que progresser. Mais ça ne change pas la situation du football ivoirien. La situation du football ivoirien ne change pas. Donc, il faut prendre plutôt les problèmes à la racine. Voilà. Il faut prendre les problèmes à la racine. Une seconde, José Diati, on va donc prendre les problèmes à la racine. Mais avant, nous allons prendre l'appelant. Il s'agit de M. Ouattara. Monsieur Ouattara, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle de Bondoukou. De Bondoukou, très bien. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et on vous écoute, financement des clubs. La fédération ivoirienne doit-elle faire mieux, Monsieur Ouattara? Je salue d'abord la Grande Team. Oui. Monsieur. Tout le monde sur le plateau. Bonsoir. On vous écoute. Bon, je trouve que la fédération fait beaucoup déjà. Oui. La subvention au niveau des clubs, ça a démarré, je crois, à l'avènement de M. Anouma, en 2011. Bien avant ça, les présidents du club faisaient des mesures de pied pour pouvoir pousser leur équipe à l'avancement. Donc, vraiment, avant de créer un club, là, tu dois quand même d'abord être sûr de toi, avoir les moyens de ta politique avant de créer ton club. Donc, la fédération vient en appoint, vient quand même pour vous aider. Donc, ce que la fédération fait beaucoup. Donc, les présidents du club doivent faire aussi l'effort aussi d'aider la fédération. Très bien, c'est bien noté. Merci beaucoup, M. Ouattara, pour votre participation à l'émission. Merci beaucoup. José Diati, oui, je vous laisse poursuivre. Oui, je disais tantôt que ce n'est pas un accroissement constant de l'apport de la fédération apporté au club qui peut faire bouger les lignes. Voilà, parce qu'il faut prendre les problèmes à la racine. Et le problème à la racine, c'est une organisation générale et en profondeur de l'organisation du sport en général en Côte d'Ivoire et du football en particulier. Notamment une loi sur la professionnalisation du sport qui va impacter sur le football. La loi a été prise en 2014. Voilà. La loi a été prise en 2014 avec une succession de décrets en Conseil des ministres, mais l'application devait rentrer en vigueur en 2018. C'est ce qu'on attend toujours. Et dans la loi de programmation, dans la loi de la professionnalisation du sport en général qui va impacter le football, il y a un grand pan qui est consacré à un fonds de développement du sport. Un fonds de développement du sport. Okay. Voilà. Donc, ce que la fédération apporte, c'est un apport. Et c'est, comme on l'a dit, c'est le président Jacques Anouma qui a mis ça sur pied pour aider les clubs. Il a fait parce que la Côte d'Ivoire allait au mondial et ça a récolté un peu d'argent. Il dit, bon, on va redistribuer un peu. Donc, le problème des fonds, c'est l'organisation générale même du sport qui va impacter, comment on appelle, le football. Donc, la loi, il faut qu'on l'applique. La loi sur le football, sur l'organisation du sport en général, devait être appliquée depuis 2018. Elle n'est pas appliquée. Donc, on attend toujours. Ensuite,
Le deuxième point, il faut aussi même une réorganisation même au niveau organisationnel de la Fédération ivoirienne de football. Voilà. C'est tout ça qui peut apporter de l'argent pour que la fédération même aussi soit un peu indépendante et ne pas trop dépendre de ce financement-là. Si le président de la fédération, à sa tête, ne dissocie pas une ligue professionnelle de football de la fédération elle-même, naturellement, c'est lui qui va prendre en charge tout ce qu'il faut apporter pour soutenir les clubs. Alors qu'aujourd'hui, il faut dissocier les choses. Une ligue de football professionnel qui est destinée au football professionnel de Ligue 1 et Ligue 2, c'est-à-dire géré par un président de cette ligue-là qui cherche les financements. Et le président se consacre à la gouvernance, à l'organisation du football, à augmenter les licenciés de la fédération et à développer le football dans toutes les bases et dans toutes ses composantes. Donc, je me résume pour dire, ce n'est pas ce financement-là qui va faire bouger les lignes. Ce qui va essentiellement faire bouger, c'est l'implication de l'État avec l'application de cette loi qui n'est pas encore en vigueur. Très bien, vous avez répondu donc non à la question LGT. La Fédération ivoirienne de football doit-elle faire mieux? Vous avez répondu non. Financement des clubs. Nous avons un appelant, M. Konaté, il nous appelle d'Adjamé. Bonsoir, M. Konaté. M. Konaté. Bon, nous avons perdu M. Konaté, ce n'est pas bien grave. Vous pouvez nous rappeler donc au 27 21 59 93 99. Jean-Philippe a répondu oui à la question. J'ai répondu oui, Marie-Christine. C'est assez simple. C'est de manière triviale, qu'est-ce que c'est qu'une fédération? On ne va pas rentrer dans des explications étymologiques, dans les définitions sur le plateau, mais dans l'idée générale, une fédération existe parce qu'il y a des clubs qui existent. Ce n'est pas la fédération qui a été créée avant la naissance des clubs. Les clubs se sont assis, ils ont décidé de créer une entité au-dessus d'eux pour les aider à s'organiser, à organiser des compétitions entre elles, à vendre l'image de leur discipline sportive pour qu'en retour, ils puissent avoir les retombées de, je dirais, leur investissement. Voilà ce que c'est qu'une fédération déjà. Donc, quand vous créez votre, entre guillemets, chose, si je veux parler de manière... je dirais assez terre à terre, quand vous créez cette fédération, vous attendez d'elle qu'elle mène des actions qui vont vous tirer vers le haut. On ne peut pas dire que oui, parce que les clubs sont des entités privées, tout comme une fédération, il faut qu'ils se développent d'eux-mêmes, et puis la fédération, qu'elle va gagner cet argent, qu'est-ce qu'elle en fera? Voici le gros point d'interrogation. Aujourd'hui, vous avez une fédération qui arrive à engranger 21,5 milliards de budget et qui ne répartit que 4,1 milliards entre les entités, une partie même des entités qui constituent le corps du football en Côte d'Ivoire. C'est unique. C'est unique. Vous voulez développer un événement, vous voulez développer une activité, vous voulez former des athlètes pour que votre vivier ne tarie pas. Ouais. Ne tarisse pas, merci. Vous voulez former, une élite. Vous allez miser dans la formation, vous allez organiser les centres, vous allez financer les compétitions de jeunes, vous allez financer les compétitions régionales, vous allez aider les clubs les plus petits à grandir également. Mais voici la problématique, parce que quand on parle de subventions, beaucoup de personnes pensent automatiquement aux clubs votants. Non, il n'y a pas plus de licenciés dans le football que dans le monde amateur. C'est là-bas qu'on va chercher les meilleurs athlètes. C'est là-bas que tout le développement doit se faire. Mais on apprend dans ce budget que le football amateur ne reçoit rien. Pourtant, ils payent les mêmes droits que ceux qui sont dans l'élite. Donc, en ce moment, on dit oui, la fédération doit les aider. Elle doit les aider. Le seul élément où je suis d'accord avec Diaty, c'est qu'il faut une dissociation entre le monde professionnel et le monde amateur. La Ligue de football professionnel peut se prendre en charge aujourd'hui. Mais aujourd'hui, quand on est élu président, on a peur de perdre son fauteuil. Donc, on ne se voit pas en train de rendre une entité normalement autonome en entité indépendante pour ne pas que celui qui va la diriger demain puisse venir nous combattre et prendre notre place. Voilà pourquoi on est président de fédération qui est plus au niveau de ces votants-là et qui délaisse, je dirais, le monde amateur. Et c'est là le véritable problème du dysfonctionnement fédéral. Moi, à mon sens, j'ai mis non parce que j'estime qu'au niveau du football des jeunes, au niveau du football, comme on appelle amateur, la fédération doit mettre
beaucoup de moyens. Je ne vois pas cette fédération en train de financer comment on appelle, la construction ou la restitution d'aires de jeu dans les quartiers. Ouais. Depuis le président Idriss Diallo, où on a bénéficié de pelouses à Yopougon et à Bobo, je n'en ai pas vu. S'il y en a eu, vraiment, il faudrait qu'on me les donne. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire du point de vue fédéral pour développer le football dans sa globalité. Très bien, nous avons un appelant, M. Meïté, il nous appelle d'Abobo. Bonsoir, M. Meïté. Oui, bonsoir à tout le monde. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team et on vous écoute par rapport à la question LGT de ce soir. La fédération ivoirienne doit-elle faire mieux financement des clubs? La fédération doit faire plus même que ça. Il faut mettre les moyens à la disposition des différents jeunes, des différents centres de formation. Le championnat amateur. Parce que les joueurs que nous voyons qui viennent en première division, ils sortent de là. Parce que si ces jeunes-là ne sont pas bien encadrés, bien formés, ils ne peuvent pas avoir une bonne carrière en milieu footballistique. Parce que c'est ce travail qu'ils ont choisi de faire. C'est leur travail qui est là. Il faut mettre les moyens à leur disposition. La fédération même doit se baser sur les jeunes, sur la formation des jeunes. Mais aujourd'hui, on constate que non, la fédération prend une partie pour laisser une partie. Et c'est ce qui n'est pas normal. Sincèrement, c'est ce qui n'est pas normal. Il faut que la fédération vraiment s'implique. Il faut que la fédération vraiment se batte pour cela. Parce que quand on parle d'une équipe nationale, c'est de là que ça vient. D'accord. Regardez un peu, quand les jeunes ne reçoivent pas une bonne formation ici, quand ils vont jouer dans les différents championnats, dès qu'on leur fait la proposition de changer de nationalité, il y a plein qui changent de nationalité. Parce qu'il s'est dit, dès la base, il n'a pas reçu une bonne formation. Il n'a pas été bien encadré. Alors que là-bas, on leur donne tout ce qu'ils ont besoin. Ils vont changer de nationalité. Sincèrement, il faut que la fédération vraiment mette les moyens à la disposition de ces différents jeunes, de ces différents championnats amateurs. Sincèrement, c'est une doléance. C'est bien noté, M. Meïté. C'est bien noté, M. Meïté. Merci beaucoup. Je profite pour saluer toutes ces personnes qui sont malades actuellement, que Dieu leur donne la guérison. Amen. Merci beaucoup, M. Meïté, qui nous appelait donc d'Abobo. Oui, c'est aussi un oui à la question LGT. Pour Henri Joël, on écoute vos arguments. Ah oui, j'ai mis oui, mais je fais un peu dans le même sens que Jean-Philippe en ce qui concerne ce financement-là qui, pour moi, devait être dirigé ou bien redirigé même vers les équipes amateurs. Quand on parle d'équipes amateurs, je dis qu'il faut savoir que dans notre football, ça part de la D3 jusqu'à la descente, notamment division régionale et surtout au niveau du district, sans oublier aussi les centres de formation et autres. Alors, vous savez, au niveau du football, il y a plusieurs manières pour un club de se financer. Il y a d'abord les droits TV, vous avez le merchandising, vous avez la billetterie, vous avez les subventions, comme ça se fait en Côte d'Ivoire. Si vous avez les mécènes, les fonds, ça se voit beaucoup avec l'Arabie Saoudite, le Qatar et autres pays du Golfe. Ouais. Nous, ici, on a l'apport, la subvention publique qui existe et surtout les droits TV avec la Ligue 1 qui passe sur une chaîne cryptée et surtout même aussi sur les antennes de la RTI. Donc voilà un peu ce qui constitue les droits ou surtout les moyens financiers qui sont redistribués par la Fédération ivoirienne de football aux différents clubs. Je parle de ces équipes du championnat amateur parce qu'ils ne reçoivent rien du tout. Je ne dirais pas absolument rien, mais ils ne reçoivent rien du tout. Quand on prend le championnat de district, c'est vrai que la D3 obtient quelque chose de la part de la fédération, mais quand on prend le championnat de régional et surtout de district, il n'y a rien. Mais on va aller un peu plus loin. Quand on prend, aujourd'hui, la fédération a décidé, par exemple, d'organiser le championnat des jeunes. Mais il y a des clubs de Ligue 1 qui refusent de participer à ce championnat des jeunes. Pourquoi ? Parce que, selon eux, les moyens n'y sont pas. Prenez un club, par exemple, qui non seulement joue la Ligue 1, mais qui a son équipe jeune qui joue le championnat des jeunes. La même subvention que cette équipe reçoit, elle doit l'utiliser non seulement pour les charges au niveau de la Ligue 1, mais aujourd'hui, avec l'arrivée
du championnat des jeunes, elle doit aussi puiser dans ces fonds-là pour pouvoir gérer ces jeunes qui voyagent. Parce que ça ne se joue pas forcément uniquement sur le territoire d'Abidjan. Ce championnat se joue aussi à l'intérieur. Donc, imaginons un week-end où vous avez, par exemple, une équipe du Stella. Je prends cet exemple, où le Stella, par exemple, joue un de ses matchs à San Pedro et l'équipe jeune du Stella doit jouer du côté de Yamoussoukro. Donc, pour cette journée, le Stella doit convoyer ses joueurs non seulement à San Pedro et du côté de Yamoussoukro. Ça revient très cher. Ça revient très cher. Une seconde, Henri Joël, justement, nous allons prendre un appelant de Yamoussoukro pour ne pas que ça lui revienne très cher. Monsieur Kwame, il nous appelle de Yamoussoukro. Bonsoir, Monsieur Kwame. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Je vous en prie. Et on vous écoute. La Fédération ivoirienne doit-elle faire mieux au niveau du financement des clubs? Bonsoir, madame, et bonsoir sur tout le plateau. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, comme je le disais, je suis M. Kwame de Yamoussoukro. Et moi, pour parler du financement des clubs sur le territoire national, j'ai une inquiétude. Je voudrais savoir si tous ceux qui appartiennent à la fédération, là, ils ont fait du sport à un moment de leur vie. Quand on parle de formation, cela suppose qu'on est passé par une école de football, par l'Institut de la jeunesse des sports. Malheureusement, ce que je constate, c'est les gens qui n'ont jamais fait de l'école de sport et ils sont à la tête des clubs. Et lorsque on leur demande, les gens qui sont sur le sport national, quand on l'attend, c'est des gens qui n'ont jamais fait du sport et puis, comme ils ont les moyens, ils forment les équipes à droite, à gauche, et puis ils forment des clubs, ils forment des joueurs plutôt, et puis on les envoie partout ailleurs. Or, la Fédération ivoirienne de football, la Fédération a un circuit de formation. Il y a des dirigeants, il y a des formateurs dedans. Et là, malheureusement, on ne passe pas par ceux-là, c'est des mécènes là qui sont sur le terrain, et puis ils sont en train de gérer le sport. Mais on va à la catastrophe. Alors, oui. Quand les équipes ne progressent pas, quand on voit les équipes là, qui jouent au championnat là, bon, on ne sait pas quels sont les formats, si ce n'est pas dans les dernières années, on ne sait pas d'où viennent les entraîneurs. D'accord, M. Kwame. Bon, nous l'avons perdu. M. Kwame, qui nous appelait donc de Yamoussoukro. Ça revenait cher. Voilà, ça revenait très cher. Oui, Henri Joël, pouvez poursuivre. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, qu'est-ce que la Fédération met pour accompagner ce championnat des jeunes qu'elle a initié? Et d'ailleurs, le fait qu'on n'ait pas, je dirais, d'engouement au niveau des clubs par rapport pour ce championnat, ça en dit long. Prenons le cas de la SEC Mimosa. L'équipe jeune de la SEC Mimosa se trouve en ce moment du côté de l'Égypte où elle participe à un tournoi. Mais pourquoi la SEC refuse, par exemple, de prendre part au championnat des jeunes en Côte d'Ivoire? Donc, tout est là, parce qu'il n'y a pas cet accompagnement-là, il n'y a pas ce financement-là qui permet aux équipes jeunes de se prendre en charge et surtout de participer à un championnat qui peut aussi nous permettre, parce que c'est cela. Comment on recrute aujourd'hui, comment on sélectionne les U17, comment on sélectionne les U20, c'est ça. Tout est là, la question, elle est là. Ouais. Maintenant, la SEC joue une compétition, des joueurs sont détectés, la SEC vend ses joueurs, et je pense que c'est ce qui permet aujourd'hui à la SEC de se construire, par exemple, des centres comme Boro Bata, de se construire des centres comme Solbeni. D'accord. Et vous répondez donc oui à la question LGT de ce soir. C'est pareil pour coach Angenor. On écoute donc vos arguments, s'il vous plaît, monsieur. Oui, bien sûr. Je marque mon avis d'un oui, simplement pour expliquer juste certains faits. Notre championnat est appelé un championnat professionnel, au même titre que celui de la deuxième division. Mais quand on regarde la vie quotidienne de ces différents garçons qui sont dans ces différentes divisions, où est le professionnalisme? Quand on sait que le minimum qu'il faut donner à un joueur
qui est autour de 100 000 ou tout au plus 150 000 francs, on se pose toujours la question, mais où est le professionnalisme? J'aurais même appris quelque part que les 150 000 francs, c'est ce qu'on donne à un nounou quelque part à Cocody. Et donc, il se retrouve au même niveau qu'un footballeur. Quand nous sommes professionnels, mais le championnat français, le championnat italien, le championnat anglais est aussi professionnel. On ne parle même pas de semi-professionnalisme, on dit que nous sommes professionnels. Donc, au regard de la vie de ces jeunes gens qui jouent ce championnat, je ne vois pas de professionnalisme parce que si nous sommes professionnels au nom de ce qu'une loi a été votée, si nous sommes professionnels au nom de ce que peut-être certains mécanismes ont été mis en place, ce n'est pas suffisant. Je pense que la raison principale qui devrait permettre à dire que le football ivoirien il est professionnel, c'est quand on met l'homme et particulièrement le footballeur, le joueur, au centre du débat. Il faut que ce soit celui-là qui jouisse de ce professionnalisme-là. Mais aujourd'hui, les stars dans les différents clubs, ce sont les présidents. Ça n'a rien à voir avec les joueurs, qui sont la raison pour laquelle il y a un championnat. Donc, je dis oui, parce que ce professionnalisme-là, il n'est pas visible. Il n'est pas visible, il n'est pas encore suffisamment acté. Et donc, pour l'instant, la fédération doit continuer d'accompagner, et ce, de façon conséquente, les clubs, en les aidant à pouvoir réussir leur saison. Ceci dit, je voudrais aussi parler un peu de ce que c'est que le football, en disant que le football appartient aux mécènes. Le football appartient à ceux qui ont de l'argent. Quand vous n'en avez pas, il faut vraiment faire attention. Je pense qu'il faut faire un autre business. Parce que c'est l'espace, je vais dire en excellence, où c'est l'argent qui domine et qui permet de régler tous les problèmes. Quand vous avez une équipe, vous avez des problèmes de restauration, vous avez des problèmes d'hébergement, donc des mises au vert, vous avez le transport à gérer et vous avez tout ce que vous pouvez bien imaginer et que tout le monde sait. Tout ça, vous avez tout ça à gérer. Vous avez les salaires à gérer, vous avez les primes de match à gérer et tout ça ne génère que de l'argent. À partir de ce moment, je voudrais interpeller les présidents des clubs pour que ceux-là, à part ces subventions ou ces dotations qui sont données, eux-mêmes aient une politique économique qui va leur permettre d'avoir un peu d'argent et qui pourrait permettre alors d'aider la fédération qui vient avec des dotations et qui vient avec des subventions. Très bien, nous avons M. Camara en ligne, nous appelle de Rivera Faya. Allô? Allô? Nous avons M. Camara en ligne, nous appelle de Rivera Faya. C'est coach Camara. Monsieur Camara, bonsoir. Comment vous allez? Vous pouvez répondre à la question LGT, s'il vous plaît. Financement des clubs, oui, la FIF doit-elle faire mieux? Bon, d'accord, on l'a perdu. Allez, vous pouvez nous rappeler une prochaine fois. Allez, financement des clubs, la FIF doit-elle faire mieux? C'était donc un non, un oui pour presque tout le monde. José, vous maintenez votre nom? Oui, je le maintiens parce que je crois que la question, c'est la fédération doit-elle continuer le financement? Suite à l'infographie qu'on voit, le financement que la fédération accorde, c'est bien les clubs de Ligue 1 et les clubs de Ligue 2 et les clubs. Le financement, même au niveau des clubs amateurs, n'a même pas encore démarré. Donc, vu cet aspect, ça ne doit pas continuer. Par contre, là où je suis d'accord, au contraire, c'est vers les clubs amateurs que ces financements doivent partir. Sinon, il faut arrêter l'hémorragie au niveau des clubs de Ligue 1 et Ligue 2, parce que ce n'est pas ça qui va faire décoller les choses. On parle de 25 millions à attribuer aux clubs qui vont en confédération des faits. 25 millions, ça ne peut même pas faire les billets d'avion de l'équipe pour aller faire un match à l'extérieur en Égypte. Ça ne peut pas. Donc, ce n'est pas l'argent que collecte la fédération qui va faire décoller les choses au niveau des clubs. Ça, c'est un. Ce qui peut faire décoller les clubs, c'est une loi qui est prise et qui doit être appliquée au niveau de l'État du Côte d'Ivoire. Une loi sur le sport général qui va impacter le football. La France, c'était pareil. Il a fallu qu'on prenne une loi, je crois, en 1984, sur la professionnalisation du sport,
La loi a été prise, l'État même accompagnait les clubs avec des crédits. Au départ, l'État accompagnait les clubs avec des crédits, avec une structuration bien précise, un montage de projets que le club remboursait et puis petit à petit, tout a décollé. Donc, la fédération ne peut pas régler ce problème. La fédération ne peut pas, ce financement que la fédération apporte, quel que soit le financement, la fédération, c'est vrai, Jean-Philippe a parlé des budgets de 24 milliards. Le budget de 24 milliards doit servir à développer le football dans la base. Voilà. C'est dans la base que ça doit aller. C'est-à-dire le football amateur, c'est-à-dire le rôle d'une fédération, le rôle d'un président de fédération, normalement, c'est de gouverner et puis d'avoir le maximum de licenciés. Voilà, le maximum de licenciés. Parce que plus vous avez des licenciés, ça veut dire que le football est dans la base. Ça veut dire que le football est pris en compte par toute une jeunesse qui va remonter à la surface. Voilà. Donc, je maintiens cette décision tant que la loi qui a été prise, je crois que c'est le ministre Alain Bouillon qui avait, c'était l'une de ses priorités quand il était au ministère des Sports. Quand il est venu au ministère des Sports, c'était sa priorité. Je pense qu'il a fait un grand travail avec son équipe. La loi a été montée, écrite, tout en 2014. Ouais. Beaucoup de décrets ministériels ont été suivis en Conseil des ministres. Il était prévu que la loi entre en application à partir de 2018, avec un fonds qui allait être mis en place pour développer tout ce qui est sport, non seulement au niveau des infrastructures, au niveau des... Et tout ça, ça allait entrer en ligne de compte. Donc, je maintiens pour dire que la fédération ne peut rien, quel que soit l'apport qu'elle porte, notamment pour les clubs de Ligue 1, de Ligue 2, tout ça, ce n'est pas ça qui va faire décoller les choses. C'est que l'argent que la fédération gagne, elle n'a qu'à l'injecter dans le développement du football de base. En tout cas, vous maintenez votre non à la question LGT de ce soir. Et justement, voyons l'évolution du budget de la Fédération ivoirienne de football de 2011 à 2026. L'évolution, je pense que le budget a été multiplié par 4. En 2011, on avait 5,5 milliards. On se retrouve en 2026 à 21,7 milliards. Entre-temps, en 2012, nous avons eu 9,2 milliards, 9 milliards en 2013, 11,5 milliards en 2014, pour redescendre maintenant à 6 milliards en 2015, 7 milliards en 2016, 9 en 2017, 6 en 2018, 2019, 8 milliards, 2020, 7 milliards, 2021, 4, 2022, 5,7 milliards, 2023, 11 milliards et 2024, 14, 2025, 24 et maintenant on a baissé un peu, on peut redescendre à 21 milliards. Voilà, et au regard de cette évolution du budget, est-ce que les clubs bénéficient suffisamment des fruits de la croissance? C'est une question pour Jean-Philippe. Mais une seconde, je vais prendre un appelant, s'il vous plaît. Il s'agit de M. Akobé. Il nous appelle d'Agboville. Bonsoir, M. Akobé. Oui, c'est Azagué. Agboville, Azagué, Awa précisément. D'accord, mais d'Agboville aussi. Merci. Allez, on vous écoute. Je suis en train de suivre votre émission en direct. Merci beaucoup. Il y a un intervenant qui a dit ceci. Si tu ne maîtrises pas le football, il ne faut pas venir diriger. Tout à l'heure, il a intervenu, dit, si tu ne maîtrises pas le football, il ne faut pas venir diriger. Moi, je ne suis pas maçon, je ne peux pas diriger les maçons, mais je suis comptable de formation. Moi, je peux gérer leur activité, mais je ne peux pas organiser les maçons pour leur travail correctement. Donc, je veux dire que ceux qui viennent diriger le football, là, ils n'ont qu'à s'organiser. On vend des joueurs à des milliards. Mais quand on vend un joueur à 13 milliards, 20 milliards là, mais la fédération doit avoir un peu d'argent aussi pour organiser le football ivoirien. Actuellement là, pour rentrer dans les villages, dans les quartiers, il n'y a pas de stade. Il n'y a pas de stade. S'il n'y a pas de stade là-haut, est-ce que le football, ça peut être développé? Mais le football n'est pas développé. À Daga, par exemple, on a un conteneur sur la pelouse d'Awa, ça fait au moins 2 ans qu'on ne joue plus au football. Donc le football là, il faut rentrer dans les quartiers pour organiser, en ville partout. Moi, je m'appelais Laurent Pokou à l'époque à Daga ici. Désolé. Donc, comme vous dites, le financement là, il faut mettre les gens qui maîtrisent le football, organiser le football, et puis orienter l'argent là où ça doit être. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Akobé, qui nous appelle d'Agboville, plus précisément à Azagué, et qui a appelé Laurent Pokou
chez lui à Zaguier. Voilà, Jean-Philippe. Ça ne m'étonne pas, hein, pourquoi Edikia Salé, c'est la conclusion. Oui, Jean-Philippe, l'évolution du budget, oui. Pour répondre à la question, on a vu que c'est un budget qui évolue en dents d'ici et qui dépend également de fortes contingences externes. Notamment la présence des sponsors. On a vu qu'il fut un moment où c'était en baisse parce que les sponsors ne toquaient pas à la porte de la fédération. C'est une fédération qui dépend énormément également des résultats et de l'image de l'équipe nationale de football masculine. Et ça, c'est encore plus dangereux. C'est encore plus dangereux parce que derrière, la fédération doit avoir la capacité de présenter d'autres produits attractifs qui vont pouvoir maintenir au moins ces gros sponsors qui viennent. Il faut faire en sorte que l'équipe nationale ne soit qu'un bonus plutôt que l'inverse. C'est-à-dire que si demain on a une équipe nationale qui est moins fringante, on risquerait de voir beaucoup de sponsors partir. Maintenant, pour en revenir au club qui bénéficie de cet argent, on le dit tout le temps, l'argent ne suffit jamais. Jamais. Quand on est dans un processus de développement continu. Et donc, moi, je pense que c'est vrai qu'on a parlé du football amateur, même au niveau du football professionnel, on n'est pas obligé d'injecter de l'argent directement dans les comptes des clubs parce qu'aujourd'hui, l'un des grands problèmes du football professionnel, c'est le non-respect, si cela même existe, du cahier de charges qui est soumis à toutes les entités qui bénéficient de la subvention. Aujourd'hui, au départ, on voyait, je ne vais pas parler d'un zèle fédéral, mais on voyait des communications sur des subventions qui étaient bloquées parce que les clubs n'envoyaient pas les pièces justificatives des dépenses et autres. Mais aujourd'hui, nous en sommes où? On n'en entend plus parler. Pourtant, il y a toujours des problèmes de salaires impayés dans les clubs. Donc ça veut dire que déjà, quand on commence à arriver en année électorale, comme cette année, au plan fédéral, on essaie de baisser un peu la garde pour ne pas avoir à choquer les électeurs et puis pour ne pas avoir à se mettre à dos ces personnes qui vont voter pour nous. Et on va reprendre encore le même cycle après les élections. C'est tout ça là qui fait que le football ivoirien, à mon sens, ne se porte vraiment pas bien. Il faut que le cahier de charges au niveau du football professionnel soit clairement défini et soit strictement respecté. Voilà pourquoi moi j'en appelle solennellement à l'implication de l'État dans le fonctionnement du football. Ce n'est pas une question d'ingérence. Il faut faire la nuance. C'est une question d'implication. Dans les grands championnats à travers le monde, l'État a un droit de regard à travers une direction nationale du contrôle de gestion. Parce que ce sont des entités privées qui embauchent des Ivoiriens et des personnes vivant en Côte d'Ivoire pour, comme on appelle, faire un travail. Donc l'État a son droit d'observation. En Europe, on le voit chaque année, toutes les entités sportives passent devant ces directions-là pour faire le point financier et on analyse la viabilité de ces entités. Si on sait qu'il y a un risque pour toutes ces personnes travaillant dans cet environnement-là de se faire renvoyer automatiquement, il y a des mesures qui sont prises pour faire retirer ces entités-là du monde professionnel du sport. Donc, il faudrait que l'État maintenant initie cela. Pour moi, ça va être un pas majeur qui va permettre de trier le vrai des livrets dans le football. Et comme l'a dit le coach en junior, laisser les meilleures entités développer les meilleurs athlètes pour que le sport en Côte d'Ivoire, le foot en particulier, puisse nous produire des athlètes de grand nom et de grande efficacité. Merci beaucoup, messieurs le public sportif. Franchement, vous avez débordé même plus d'une minute, Jean-Philippe. Le public sportif s'est exprimé sur la question LGT. On l'écoute. Je pense qu'avec plus d'investissement, les clubs pourront déjà recruter de meilleurs joueurs, que ce soit sur le plan national ou le plan international. Et ensuite, cela va permettre également de mieux payer les joueurs. Et avec un meilleur salaire, je pense que déjà le football ivoirien va encore plus progresser. Avec un meilleur salaire, les joueurs pourront mieux s'entretenir sur le plan médical ou le plan physique, parce que des joueurs mieux entretenus, ce sont des joueurs moins blessés. Et effectivement, on a vu comme certains clubs qui ont été financés durant le tournoi que Jonathan Maurice a organisé. C'est à travers tout ça qu'on a vu un peu les jeunes talents ivoiriens. On a vu que ce qui manque, ce n'est pas le talent, en fait, c'est le financement. En fait. Donc, s'il y a le financement derrière, on pourra trouver comment encadrer ces jeunes talents pour que demain ils puissent représenter l'équipe nationale. Déjà, nous sommes reconnaissants pour ce que fait le président de la FIFA actuelle. Il fait ce qu'il peut, mais il doit faire mieux parce qu'il faut signer faut faire plus de collaboration, certains partenariats pour pouvoir avoir plus de revenus afin de pouvoir financer davantage le club ivoirien. Bon, déjà, ce que la FIFA fait déjà, nous disons bravo et nous disons beaucoup de courage à eux, mais tout est-il qu'en tout ça, il faut s'améliorer et chercher des bonnes bases
et puis améliorer vraiment le football ivoirien. Et moi, je peux dire que la Côte d'Ivoire est une grande nation de foot. Donc, tout est-il que nous devons forcément chercher à s'améliorer, même si nous avons déjà fait. Mais ça ne suffit pas. Je pense qu'on doit faire plus que nous le souhaitons. Parce que nous souhaitons que nos joueurs ici en Côte d'Ivoire soient des joueurs de qualité. Et la FIFA doit financer, mais financer aussi sur tous les plans. Donc je pense que pour moi, il est question que la FIFA finance et qu'il s'assure que nous ayons des joueurs de qualité, des joueurs qui peuvent représenter dignement la Côte d'Ivoire. Donc c'est nécessaire de financer pour le football ivoirien. Voilà, le sujet de l'actu de ce soir, c'était donc financement des clubs. La Fédération ivoirienne de football doit-elle faire mieux? Merci beaucoup à Amoureux du sport, vous qui nous suivez chaque soir du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Merci de nous suivre de plus en plus nombreux sur la 3 en direct et de nous appeler pour participer bien sûr à cette émission, un débat très houleux ce soir. Allez, on va terminer tout en douceur avec le jeu le plus calé. C'est maintenant. Actualité football ce soir. Amoureux du sport, pouvez jouer aussi chez vous à ce jeu à choix multiples. Messieurs sur le plateau, à vos ardoises, s'il vous plaît. La première question, dans quel club a signé N'Golo Kanté lors du mercato hivernal? A. Beşiktaş. B. Fenerbahçe. C. Galatasaray. A, B ou C. On lève les ardoises, s'il vous plaît, messieurs. A, B ou C. José Diati. La réponse C pour José et Coach Agenor. La réponse B pour Henri-Joël et Jean-Philippe. La bonne réponse, effectivement, est la réponse B. Fenerbahçe, l'international français, a signé dans le club turc en tant qu'agent libre le 4 février 2026. Deuxième question. Qui est l'actuel entraîneur de Jérémy Boga en club? A. Luciano Spalletti. B. Antonio Conte. C. Christian Kivu. A, B ou C, qui est l'actuel entraîneur de Jérémy Boga en club. On lève les ardoises, s'il vous plaît, messieurs. C'est donc la réponse A pour Henri-Joël, tout comme pour José Diati. La réponse B pour Coach Angelor, tout comme pour Jean-Philippe. La bonne réponse est la réponse A, Luciano Spalletti. Jérémy Boga a signé à la Juventus, club entraîné par Luciano Spalletti. Antonio Conte et Christian Kivu dirigent respectivement Naples et l'Inter Milan. Troisième question, messieurs. Quel club est l'actuel leader de la Saudi Pro League? A. Al Ahly. B. Al Hilal. C. Al Nasser. A, B ou C, messieurs. On lève les ardoises, s'il vous plaît. La réponse A pour Henri-Joël, B pour Jean-Philippe, C pour José Diati, B pour Coach Angenor. La bonne réponse est la réponse B, Al Hilal. Al Hilal est leader du championnat saoudien après 20 journées avec un point d'avance sur Al Nasser et 3 sur Al Ahly. Quatrième question, quatrième et avant-dernière question. Lequel de ces clubs jouera les barrages de la Ligue des champions de l'UEFA? A. Sporting Portugal. B. Inter Milan. C. Celtic FC. A, B ou C. Messieurs, on lève les ardoises maintenant. B pour Henri-Joël, C pour Jean-Philippe, B pour José Diati, B pour Coach Angenor. La bonne réponse est la réponse B, effectivement, Inter Milan. Inter Milan ayant terminé dans le top 8 de la phase de Ligue, le Sporting Portugal est qualifié directement pour les 8e de finale. L'Inter Milan a terminé 10e et jouera les barrages. Le Celtic FC est qualifié pour les barrages de l'Europa League. 5e et dernière question, messieurs. José Diati, on se concentre. Combien de buts compte Lamine Yamal en Liga cette saison? A, 10. B, 11. C, 15. A, B ou C? On y va, messieurs. La réponse A pour Coach Angenor et José Diati, la réponse B pour Jean-Philippe, la réponse C pour Henri-Joël. La bonne réponse est la réponse A, 10.
Cette saison, Lamine Yamal est auteur de 15 buts, toutes compétitions confondues, avec le FC Barcelone, dont 10 en Liga. Qui est donc le plus calé ce soir et qui est le moins calé ce soir? La VAR, qui est le plus calé ce soir et qui est le moins calé? Égalité. Alors, le moins calé, c'est... Le moins calé, c'est Jean-Philippe. Jean-Philippe, qu'est-ce qui n'a pas marché ce soir? Vous êtes le moins calé, Jean-Philippe. Et égalité de points entre José Diati, Henri Joël et Coach Angenor. Donc, vous êtes ex-aequo, les plus calés. Voilà. La régie, une petite musique quand même pour les 3 premiers. Et Jean-Philippe est dernier aujourd'hui. José Diati, on bouge un peu. C'est le plus petit qui gagne. José Diati, on bouge un peu. Jean-Philippe le dernier. Je conteste le résultat. Oh, il dit conteste. Allez, merci beaucoup, messieurs. C'est la fin de la grande team. Merci beaucoup, amoureux du sport. Rendez-vous est donc pris demain pour la grande finale avant le début du week-end. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.